Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Les députés des Kataeb et du courant patriotique libre se penchent sur un projet d'amendement de la constitution libanaise. Objectif, officialiser la politique de distanciation du Liban vis-à-vis des conflits dans la région. Crise en Syrie, Laurent Fabius propose d'inscrire le Front al-Nusra comme organisation terroriste. John Kerry, lui, maintient que Bachar el-Assad ne doit pas jouer de rôle dans une éventuelle transition politique. Au Pakistan, la campagne électorale pour les législatives touche à sa fin. Le scrutin s'annonce historique. C'est la première fois qu'un gouvernement démocratiquement élu parvient au terme de son mandat. Et à suivre également dans cette édition, aux États-Unis, les 3 jeunes femmes libérées après avoir été séquestrées pendant près de 10 ans ont été violées, battues, affamées et maintenues enchaînées. Leur ravisseur doit être présenté aujourd'hui devant un magistrat. Rencontre positive entre des députés du bloc des Kataeb et leurs collègues du courant patriotique libre au Parlement ce jeudi. Ils se sont entretenus d'un projet d'amendement de la constitution libanaise pour officialiser la politique de distanciation du Liban vis-à-vis des conflits dans la région. À l'issue de la réunion, le député Kataeb, Eli Marouni, a indiqué que ce projet consacrera la distanciation et protégera la sécurité du Liban. Mardi dernier, le député Sami Jmaïel avait annoncé que le parti Kataeb allait proposer un projet d'amendement dans ce sens, suite aux propos de Hassan Nasrallah qui a reconnu que les troupes du Hezbollah combattaient aux côtés de l'armée syrienne. Les forces de sécurité intérieure ont bloqué ce matin la route devant les locaux de la Turkish Airlines dans le centre-ville de Beyrouth. Objectif, éviter toute altercation entre les employés de la compagnie et les proches des pèlerins libanais enlevés il y a près d'1 an dans la province d'Alep. Leurs familles manifestent tous les jours dans la capitale libanaise. Les ravisseurs des 9 otages ont affirmé la semaine dernière qu'une médiation turco-qatari était en cours pour leur libération, en échange de prisonnières détenues par le régime syrien. Les services de renseignement de l'armée libanaise ont annoncé avoir arrêté plusieurs membres d'une cellule qui possédait des matières explosives et des détonateurs. Ces individus ont été arrêtés lundi dernier à l'issue d'une surveillance active de plusieurs semaines. La France est dans une position inextricable en Syrie, c'est ce qu'estime Alain Marceau, député des Français de l'étranger. En visite à Beyrouth cette semaine, dans sa qualité de président du groupe de travail parlementaire sur la situation en Syrie, il a tenu un point de presse à la résidence des Pins. On l'écoute. Est-ce qu'il faut conserver le système Assad ou est-ce qu'il faut souhaiter une évolution politique en Syrie en voyant venir qui? Alors en voyant venir qui? Est-ce que ce sont les laïcs? Est-ce que les laïcs sont susceptibles de remplacer le système Assad? Ou est-ce que ça risque d'être des djihadistes? Et j'allais dire, ça sera peut-être aller de Carib en Silla, pour reprendre une expression que nous connaissons tous. Que notre gouvernement a décidé de prendre clairement le parti de soutenir la rébellion. Alors quand on a dit soutenir la rébellion, on a dit le plus facile. Parce que quelle rébellion? Et vous le savez beaucoup plus que moi, vous qui vivez juste à côté. Est-ce qu'il s'agit de soutenir l'armée syrienne libre? Pourquoi pas? D'autres structures qui me rendent visite. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai 2 ou 3 visiteurs issus de ces groupes de la rébellion syrienne et qui viennent évidemment plaider leur cause, éventuellement demander aide et autres. Est-ce qu'il s'agit de soutenir ces gens-là? Ou est-ce qu'il s'agit d'aller soutenir Al-Nusra, qui, comme vous le savez, a fait, entre guillemets, acte d'allégeance à Al-Qaïda? Nous sommes effectivement devant une difficulté extrême. Monsieur Obama avait déclaré « c'est la ligne rouge, l'utilisation de l'arme chimique, c'est la ligne rouge ». Ça veut dire que si cela apparaît réel, eh bien nous serons amenés à intervenir, nous Américains. Quand on nous soit dit, je me demande comment d'ailleurs, est-ce que c'est par l'aviation, est-ce que c'est par la marine, est-ce que c'est par une armée de terre, je ne sais pas, bref. Aujourd'hui, nous sommes véritablement perdus. Nous voulons bien soutenir, je parle de la diplomatie française officielle, nous voulons bien soutenir la rébellion, laquelle? Ça risque à déterminer. Il y a eu la proposition faite par M. Hollande, président de la République française, et M. Cameron, il y a peu, je crois que ça a été fait à Bruxelles, qui se sont rencontrés, et ils ont décidé de mettre fin à l'embargo sur les armes, puisque la Grande-Bretagne et la France avaient décidé qu'on n'exporterait pas d'armes, aussi bien au profit du système Assad, du gouvernement Assad, qu'au profit de la rébellion. Et donc la Grande-Bretagne et la France ont décidé, par la voix de 2 chefs d'État, de mettre fin à l'embargo. Inutile de vous dire que cela nous a étonnés. Et j'ai pris la parole, délégué par mon groupe, par le groupe UMP à l'Assemblée nationale, j'ai pris la parole pour m'étonner d'une telle décision non concertée, et j'ai demandé effectivement à notre ministre des Affaires étrangères, avec lequel j'entretiens d'excellentes relations au demeurant, s'il pouvait envisager de soutenir à Damas les copains
et les cousins de ceux que l'on combat à Tombouctou au Mali. Car vous n'oubliez pas que nous sommes engagés militairement et politiquement à Tombouctou. Et j'allais dire, il ne faut pas avoir peur des mots. À Tombouctou au Mali, nous sommes engagés à lutter contre les islamistes. Nous avons tous une inquiétude parce que vous connaissez tous notre proximité de cœur et d'esprit avec votre pays. C'est peut-être le pays du monde avec lequel nous sommes le plus proches, je vais dire, non pas géographiquement, mais en tous les cas intellectuellement, par la langue, par le cœur, et nous avons forcément des inquiétudes. Et ceux qui aiment le Liban, et c'est mon cas, se disent, mon Dieu, pourvu que la situation que nous connaissons aujourd'hui à Damas, à Alep et ailleurs, n'ait pas de conséquences sur le Liban. Elle en a déjà, puisque vous devez supporter le poids des réfugiés. Et puis toujours sur le dossier des islamistes en Syrie, Paris veut classer le Front al-Nosra sur la liste des organisations terroristes pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Dans un entretien accordé au quotidien Le Monde, Laurent Fabius dit souhaiter classer le mouvement groupe terroriste au sens de l'ONU, opposé à Bachar el-Assad mais filiale d'Al-Qaïda. Le ministre français des Affaires étrangères confirme en outre la position prudente de la France sur une éventuelle levée de l'embargo sur les armes pour les opposants au régime de Damas. Il a également indiqué que Paris va augmenter son soutien à l'opposition modérée, la coalition nationale syrienne, qui doit s'élargir, s'unifier et garantir clairement à chaque communauté le respect de ses droits en cas de changement de régime. Bachar el-Assad ne doit pas jouer de rôle dans une éventuelle transition en Syrie. C'est ce qu'a déclaré John Kerry à Rome lors d'un point de presse conjoint avec son homologue jordanien. Le chef de la diplomatie américaine a indiqué que Nasser Joudeh va d'ailleurs travailler aux côtés de Washington pour tenter de réunir toutes les parties autour d'une même table. Leur but, produire un gouvernement de transition par consentement mutuel des deux parties, ce qui signifie que le président syrien ne sera pas un élément de ce gouvernement de transition. David Cameron, lui, a fait état d'informations qui montrent que les forces gouvernementales syriennes ont eu recours à des armes chimiques telles que le gaz sarin et qu'elles continuent à le faire. Selon le Premier ministre britannique, il s'agit d'une somme limitée mais convaincante d'informations. Londres mène une nouvelle offensive diplomatique pour que l'Union européenne livre des armes aux rebelles syriens, estimant qu'une telle mesure renforcerait les éléments modérés de l'insurrection. Les Européens sont divisés sur une éventuelle levée de l'embargo sur les armes pour les insurgés, question qui sera d'ailleurs discutée par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le 27 mai. Dans un instant, direction le Bangladesh, frappé par un nouveau drame dans l'industrie du textile. Les détails après la pause. Retour sur le plateau de l'info de Futur TV. John Kerry continue son marathon diplomatique pour tenter de relancer le processus de paix israélo-palestinien. Le secrétaire d'État américain s'est rendu à Rome pour y rencontrer la ministre israélienne de la Justice, Tzipi Livni, pour la deuxième fois en une semaine. Kerry met beaucoup d'énergie à tenter de convaincre les différents acteurs de l'urgence de reprendre ces négociations au point mort depuis 2010. Il doit se rendre pour la quatrième fois en Israël dans une dizaine de jours. Dans le même temps, Barack Obama a lui appelé Benjamin Netanyahou pour discuter de la sécurité régionale et de la paix au Proche-Orient après les raids israéliens menés en Syrie. Dernier jour de campagne au Pakistan, les candidats jettent leur ultime force dans la course électorale avant les législatives de samedi. C'est la première fois qu'un gouvernement démocratiquement élu parvient au terme de son mandat. Mais les talibans du Pakistan n'ont pas l'intention de s'arrêter là. Ils ont semé la terreur tout au long de la campagne et menacent de perpétrer encore des attentats le jour du vote. Même les partis islamistes ne sont pas protégés. Des hommes armés ont par ailleurs kidnappé un des fils de l'ancien Premier ministre, Youssef Raza Gilani. Ali Haidar Gilani est candidat aux élections provinciales sous la bannière du Parti du peuple pakistanais. Formation à la tête de la coalition sortante à Islamabad. En bref, dans le reste de l'actualité de ce jeudi, un fiasco. C'est ainsi que 3 fonctionnaires du département d'État ont décrit la sécurité lors de l'attaque du consulat de Benghazi qui a coûté la vie à 4 Américains, dont l'ambassadeur en Libye en septembre 2012. Leur audition devant le Congrès vient s'ajouter à une longue série de témoignages, y compris celui de l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. L'opposition républicaine voit dans cette affaire un scandale politique comparable au Watergate. L'histoire se répète au Bangladesh. Un incendie a fait 8 morts cette nuit dans une usine de textile de la capitale Dhaka. Piégées dans un escalier, les victimes sont mortes asphyxiées par la fumée toxique émise par des vêtements en acrylique. Ce nouveau drame survient alors que le bilan de la tragédie du Rana Plaza a été porté à plus de 912 morts, un bilan qui ne cesse d'augmenter. Les secours continuent de sortir des corps des gravats.
Et puis en Afghanistan, le président est favorable à la demande américaine de garder 9 bases militaires dans le pays après le retrait de 2014. Certains pays de l'OTAN envisagent aussi de maintenir des soldats. Selon Hamid Karzai, cela est dans l'intérêt du pays. Le maintien de bases et soldats étrangers en Afghanistan est dénoncé par les talibans, pour qui un retrait total est l'une des conditions sine qua non de toute négociation de paix. Aux États-Unis, dans la ville de Cleveland, dans l'Ohio, Ariel Castro a officiellement été inculpé pour enlèvement et viol. L'homme a retenu 3 femmes prisonnières chez lui pendant 10 ans. Ses 2 frères ont quant à eux été innocentés. Pour la police, rien ne prouve qu'ils étaient au courant de la séquestration. Enlèvement et viol. Voilà les chefs d'accusation retenus contre Ariel Castro, le propriétaire de ce qu'on surnomme désormais la maison de l'horreur. C'est ici à Cleveland, aux États-Unis, que 3 jeunes femmes ont été enlevées il y a près de 10 ans. Violées, battues, affamées, Gina de Jesus, Michelle Knight et Amanda Berry ont vécu l'horreur jusqu'à leur libération spectaculaire ce mardi. La seule chance qu'elles ont eue de s'enfuir a été le jour où Amanda s'est échappée. Elles sont restées dans cette maison pendant 10 ans et n'arrivent pas à le croire. 10 ans sans que personne ne se doute de rien, car qui eût cru que cet ancien chauffeur de bus scolaire de 52 ans cachait 3 femmes enchaînées par des cordes dans sa cave. Je n'arrive pas à croire qu'elles étaient au cœur de notre ville, derrière une porte qui semble tellement normale, juste sous notre nez. C'est par cette porte pourtant qu'Amanda a réussi à s'enfuir mardi passé grâce à un voisin. C'est sa fuite qui a permis à la police de venir en aide aux 2 autres prisonnières. Disparue adolescente, c'est en tant que mère qu'Amanda retrouve le monde extérieur. Des nombreux viols qu'elle a subis est née sa fille, Jocelyne, âgée de 6 ans aujourd'hui. Toutes 2, ainsi que Gina, ont retrouvé leur famille. C'est difficile parce qu'elle a été tellement courageuse de faire ce qu'elle a fait, de s'enfuir, de redevenir libre. Les 3 sont là, dont ma fille, et je remercie Dieu pour ça. La 3e femme, Michelle, est toujours hospitalisée, mais son état de santé est bon. Quant aux 2 frères de Castro, Pedro et Oni, ils ont été innocentés. Aucun élément ne prouve leur implication dans l'affaire. Berlusconi, condamné de nouveau en appel, n'a pas encore épuisé toutes ses options. La peine d'1 an de prison à l'encontre de l'ex-chef du gouvernement italien a été confirmée, mais son application va traîner. La défense du Cavaliere entend déposer un recours en cassation. Accusé de fraude fiscale dans l'affaire Mediaset, Silvio Berlusconi est aussi condamné par le tribunal de Milan à ne plus exercer de fonction publique pendant 5 ans. Si la Cour de cassation confirme cette sentence, l'interdiction sera immédiate. Cela signifie qu'il perdra aussitôt sa fonction de député. Le chef de la droite italienne a effectué un retour spectaculaire sur la scène politique en février dernier. Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev n'ont pas lésiné sur les moyens pour fêter le 68e anniversaire de la victoire sur le régime nazi. Le défilé sur la place Rouge, au cœur de Moscou, semble vouloir rappeler la grandeur du temps de l'Union soviétique. 11 000 militaires étaient au pas. Le président a mis en avant la nation russe, soulignant qu'elle avait empêché les nazis de contrôler le monde, en oubliant au passage les alliés de l'ex-Union soviétique, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. La capitulation de l'Allemagne nazie avait été entérinée à Berlin le 8 mai 1945 dans la soirée, soit le 9 mai à Moscou compte tenu du décalage horaire. 68e anniversaire oblige, 68 avions bombardiers et hélicoptères ont survolé la place Rouge pour clore la parade militaire. La fin de ce journal, tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les députés des Kataeb et du courant patriotique libre se penchent sur un projet d'amendement de la constitution libanaise. Objectif, officialiser la politique de distanciation du Liban vis-à-vis des conflits dans la région. Crise en Syrie, Laurent Fabius propose d'inscrire le Front al-Nosra comme organisation terroriste. John Kerry, lui, maintient que Bachar el-Assad ne doit pas jouer de rôle dans une éventuelle transition politique. Au Pakistan, la campagne électorale pour les législatives touche à sa fin. Le scrutin s'annonce historique. C'est la première fois qu'un gouvernement démocratiquement élu parvient au terme de son mandat. Et aux États-Unis, les 3 jeunes femmes libérées après avoir été séquestrées pendant près de 10 ans ont été violées, battues, affamées et maintenues enchaînées. Leur ravisseur doit être présenté aujourd'hui devant un magistrat. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. قتل حزب الله وصل إلى أكثر من 100 والمال والتسجيل قتل